Bonjour, je suis Bendoula Khal, professeur de physique au lycée pilote Bourguiba de Tunis. Aujourd'hui, donc, on va faire une application dans le cadre du cours sous la direction de Monsieur l'inspecteur Fawzi Hamami, Monsieur l'inspecteur général Fawzi Hamami. Voilà. Donc, ce cours, il porte sur une petite application dans le chapitre réponse d'un dipôle L à un échelon de tension. Alors, on va donc voir ensemble l'énoncé d'un exercice et on va progressivement donc corriger les questions petit à petit en faisant un rappel de cours de temps en temps. Alors, on considère donc le montage de la figure suivante. Alors, il comprend donc un générateur de tension idéale monté en série avec un interrupteur K, une bobine d'inductance L et une résistance petit r et un résistor grand R. Et on dispose aussi d'un oscilloscope à deux voies qui va nous permettre de visualiser deux tensions. Alors, donc, pour cet exercice, les valeurs de la force électromotrice E imposée par le générateur et la valeur de l'inductance L de la bobine et de la résistance grand R du résistor sont toutes réglables. Alors, l'oscilloscope ici donc, va nous permettre de suivre l'évolution au cours du temps des tensions UR aux bornes du résistor et UG aux bornes du générateur. Alors, donc, première question, complétez sur la figure ci-contre les connexions à réaliser avec l'oscilloscope pour visualiser la tension aux bornes du générateur sur la voie Y1 de l'oscilloscope et la tension UR sur la voie 2 de l'oscilloscope. Alors, pour ce faire ici, nous on a besoin de visualiser la tension aux bornes du générateur d'après les consignes sur la voie Y1. Donc ça c'est la voie Y1. Et puis ça c'est la masse de l'oscilloscope. Alors, pour faire ça donc, on va relier la borne négative du générateur vers la masse de l'oscilloscope. Ensuite, nous allons relier la borne positive du générateur vers la voie Y1 de l'oscilloscope. Avec une autre couleur, par exemple ici, le bleu, la borne positive du générateur vers la voie 1 de l'oscilloscope. Donc ainsi, on est en train de visualiser la tension aux bornes du générateur sur la voie 1 de l'oscilloscope. On va maintenant visualiser la tension aux bornes du résistor. On voit ici que la borne négative du résistor est déjà reliées à la masse de l'oscilloscope. Et toutes les masses, elles sont reliées entre elles, donc une masse suffit. Alors, pour visualiser donc l'autre borne du résistor, donc on va utiliser une autre couleur. Ici, l'autre borne du résistor qui constitue la borne positive, on va la relier à la voie 2 de l'oscilloscope. Ainsi, donc, ce branchement nous permet de visualiser simultanément la tension aux bornes du générateur sur la voie 1 de l'oscilloscope et la tension aux bornes du résistor sur la voie 2 de l'oscilloscope. On va profiter de l'occasion ici pour faire d'autres remarques. Si jamais on nous demandait, par exemple, de visualiser la tension aux bornes du générateur sur la voie 1 de l'oscilloscope et la tension aux bornes de la bobine sur la voie 2. Donc ce qu'il faut faire ici, il faut reprendre le circuit de nouveau et inverser les positions. Donc ici, il faut mettre la bobine donc, à la place du résistor. Donc il faut intervertir les positions et ainsi donc on peut visualiser simultanément la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes de la bobine. Alors, autre remarque qu'on pourrait faire, on pourrait nous demander de visualiser la tension aux bornes de la bobine et la tension aux bornes du résistor simultanément. Alors,
là. Donc on va considérer ce cas. Alors, dans le cas où, donc ça, on va le placer sous forme donc, de remarque. Dans le cas où on nous propose de visualiser donc UB sur la voie Y1 et UR sur la voie Y2. Alors, on a besoin de visualiser ces deux tensions. Donc, il faut donc noter la borne positive de la bobine. Donc, ça, c'est la borne positive du générateur. Ça, c'est la borne positive de la bobine. On va la relier directement vers la voie Y1 de l'oscilloscope. L'autre borne de la bobine, on doit nécessairement la relier à la masse. Donc, là, on est en train donc, de relier cette borne ici vers la masse. Ainsi, on visualise sur l'écran de l'oscilloscope la tension aux bornes de la bobine. Maintenant, l'une des bornes du résistor est déjà reliée à la masse. Donc, il faut relier l'autre borne vers la voie 2. Alors, si on fait ça, donc, toujours en utilisant une autre couleur, l'autre borne du résistor, on va la relier vers la voie 2. Mais si on fait ça, ce qu'on va observer ici, donc ça c'est le sens du courant électrique qui va circuler dans le circuit. Dans ce cas, on ne va pas visualiser UR sur l'écran de l'oscilloscope, on verra apparaître l'opposé de UR, c'est moins UR. Pour cette raison, donc le fabricant qui a fait l'oscilloscope, il a prévu cette situation, et donc on a prévu ici ce qu'on appelle le bouton inverse qui se trouve sur la façade avant de l'oscilloscope. Donc il faut actionner le bouton inverse qui est dédié uniquement à la voie 2 de l'oscilloscope. Ce qu'il va faire, il va ainsi inverser cette tension et on est en mesure à ce moment-là d'observer en même temps donc la tension aux bornes de la bobine, donc UB, et on va voir UR sur l'écran de l'oscilloscope. Alors, autre petit détail, les fabricants des générateurs, par mesure de sécurité, la borne négative du générateur est reliée à la masse. Et du coup, ici, donc, si ça c'est relié à la masse, naturellement, ce qui va se produire ici, le résistor R va être, donc la borne négative du résistor est reliée donc à la masse, l'autre borne positive du résistor est reliée à la masse. Dans cette situation, ce qui va se produire, le résistor R va être court-circuité. Alors, pour éviter donc cet inconvénient, ce qu'on va faire, on doit isoler donc la masse du générateur et par conséquent, on doit utiliser donc un générateur ici à masse flottante. Donc on notera ici qu'on doit isoler le générateur. Donc, ou bien utiliser tout simplement une masse, utiliser un générateur à masse flottante. Ça, c'est dans le cas, bien sûr, dans le cas où on nous demande de visualiser deux dipôles autres que le générateur. Voilà, comme par exemple ici, le cas de la bobine et du résistor. On passe à la suite de l'exercice. Donc, on réalise l'expérience 1 pour laquelle les réglages sont les suivants.
la force électromotrice E du générateur égale à 10 volts, la résistance grand R égale à 190 ohms. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K et on obtient les courbes qui sont représentées donc, sur la figure 1. Donc, ça, ce sont les courbes obtenues. Donc, on note ici que l'une des courbes a été notée C1 et l'autre courbe a été notée C2. Alors, petit a, identifier les courbes 1 et 2. Alors, pour identifier ces deux courbes, tout simplement, il faut penser à ce que nous, on a utilisé un générateur de tension idéale. On sait qu'un générateur de tension idéale impose une tension constante et égale à E, qui vaut 10 volts. Donc on voit ici que sur cette figure 1, la courbe qui est représentée par une droite horizontale et constante égale à 10 volts correspond à la tension aux bornes du générateur. Donc ce qu'on va écrire ici, donc on utilise un générateur de tension idéale donc UG est égal à une constante est égal à E égale à 10 volts, d'où la courbe 1 correspond à UG de T. Et ainsi, la courbe 2 correspond à UR de T. On pouvait raisonner autrement, ou bien à l'instant t égale à 0, l'interrupteur est ouvert, donc le courant I qui circule dans le circuit est égal à 0, AT égale à 0. Par conséquent, on peut dire que UR de 0 est égal à 0. Et par conséquent, on va identifier la courbe qui passe par l'origine, AT égale à 0, donc c'est la courbe 2, et par conséquent, on peut dire que la courbe 2 correspond à UR de T, et la courbe 1 correspond à UG de T. Donc on peut noter ça. On a donc l'interrupteur K étant ouvert, AT égale à 0, donc I de 0 est égal à 0, d'où UR de 0 est égal à 0. Par conséquent, la courbe 2 correspond à UR de T. Et bien sûr, la courbe 1, par élimination, correspond à UG de T. Donc on pouvait raisonner de cette manière. Alors, petit b, de quel phénomène s'agit-il? Donc on voit ici que, quand on a fermé l'interrupteur, UR de T a augmenté à partir de 0 jusqu'à atteindre une valeur maximale de l'ordre de 9,5 volts. Et à partir de là, elle a demeuré constante. Donc, UR de T a augmenté de 0 jusqu'à 9,5. Donc, l'intensité I du courant électrique a augmenté de 0 jusqu'à une valeur constante. Donc, c'est l'établissement du courant électrique. C'est le phénomène donc d'auto-induction. Donc, ici, donc petit b, le courant s'établit progressivement c'est donc le phénomène
d'auto-induction qui est responsable de l'établissement rapide du courant. Alors, voyons maintenant la question suivante. Petit c, montrer que la résistance de la bobine est non nulle. J'ai fait exprès donc d'avoir les deux courbes devant moi. Alors, donc, on voit ici que UR de T croît à partir de 0 jusqu'à 9,5 volts. UG est égal à 10 volts. Alors, si on applique la loi des mailles ici, donc d'après la loi des mailles, on a U de T plus UB de T est égal à E. Ça, c'est quel que soit T supérieur ou égal à 0. En particulier, en régime permanent. Donc, en régime permanent, on a UR permanent plus UB permanent, c'est égal à E qui vaut ici 10 volts. Donc on voit ici que UB permanent, qui est égal, d'après ce qu'on a vu en cours, ça vaut R fois l'intensité I0 du courant électrique en régime permanent, c'est égal à E moins UR permanent. C'est-à-dire, pour nous, ça vaut 10 moins 9,5. Et ça vaut 0,5 volts. Et par conséquent, UB permanent est différente de 0. On voit qu'elle est non nulle. Donc, la résistance interne de la bobine est non nulle. Alors, petit d, déterminer la valeur de l'intensité du courant I0 en régime permanent. Alors, on connaît déjà la valeur de la résistance grand R du résistor. On a la valeur de la tension aux bornes du résistor en régime permanent. Donc, d'après la loi d'Ohm, qui est toujours en vigueur, UR égale à grand R fois I0. Donc, par conséquent, on peut écrire que I0, c'est égal à UR permanent sur grand R. Application numérique, I0, c'est égal. UR permanent, ça vaut 9,5 volts sur la résistance grand R qui vaut 190 ohms. Tout ça, tout calcul fait, ça va donner une valeur égale à 5 10 moins 2 ampères. Donc ça, c'est l'intensité I du courant électrique en régime permanent. Alors, voyons la question qui suit. On nous demande ici d'établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UR. Alors, pour établir l'équation différentielle qui régit donc la tension aux bornes du résistor, on va tout d'abord donc orienter et flécher notre circuit. Alors, ici, ça c'est la flèche tension indiquant donc la force électromotrice. Donc ici, on va noter le sens du courant électrique. On va noter ici
donc la bobine étant un récepteur, donc la tension aux bornes de la bobine, et on va noter la tension aux bornes donc, du résistor. Donc ça c'est impératif, il faut faire attention au baccalauréat. Si on vous demande d'établir l'équation différentielle, c'est toujours donc, il faut représenter le circuit et puis l'orienter et le flécher. Alors, on écrit ici que d'après la loi d'Émaille, on a UR plus UB est égal à E. Donc ça, c'est l'application de la loi d'Émaille. Donc, on va remplacer UR par son expression d'après la loi d'Ohm. On va avoir ici grand R fois I plus... Alors, l'expression de UB, je rappelle, donc c'est égal à LDI sur dt plus petit r fois I. Donc, on va écrire ici LDI sur dt plus petit r fois I. Tout ça, c'est égal à E. On va réunir ensemble les résistances et on va écrire à ce moment-là que LDI sur dt plus la somme des résistances. Voilà, fois I est égal à E. Alors, ici, donc ça c'est l'équation différentielle relative à, bien sûr, à I. On en profite au passage. Donc, je prends une autre couleur. Alors, qu'est-ce qui manque d'avoir ici UR? Il suffit de multiplier à droite et à gauche par grand R. Donc, je multiplie par grand R à droite et à gauche. Et donc, ce qui va nous permettre ici d'écrire que L, alors R à l'intérieur de la dérivée, donc ça va donner L d de UR sur dt plus grand R plus petit r fois UR, et ça vaut grand RE. Ainsi, l'équation différentielle relative à UR s'écrit d de UR sur dt plus la somme des résistances sur L fois UR. Tout ça est égal à grand RE sur L. C'est l'équation différentielle donc relative à UR. On passe à la suite. Vérifier que UR de t est égal à A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t et solution de l'équation différentielle pour des expressions de A et de alpha que l'on déterminera en fonction des données du problème. Donc, pour vérifier que c'est une solution de l'équation différentielle, donc, on va remplacer UR de t dans l'expression de l'équation différentielle de tout à l'heure, et ça va nous permettre à la fin de déterminer la condition sur A et alpha pour que ce soit donc solution de cette équation. Alors, on a d de UR sur dt plus grand R plus petit r fois UR sur L égale à grand RE sur L. Ça, c'est notre équation différentielle. On remplace UR de t dans l'équation différentielle. Alors, on a UR de t égale à A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. Donc, d de UR sur dt, ça va être égal à alpha fois A
exponentielle moins alpha t, plus la somme des résistances sur L fois A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. Tout ça, c'est égal à grand RE sur L. Et ça, c'est vrai, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Ça découle de la loi d'Emaille qui a été donc à l'origine de cette équation. Hein. Et à partir de là, on peut noter ici que donc grand R plus petit r fois A sur L plus alpha A exponentielle moins alpha t va être égal. Je ramène cette expression avec le signe moins de l'autre côté. Donc grand RE sur L plus A fois grand R plus petit r sur L exponentielle moins alpha t. Cette relation est vraie quel que soit t. Par conséquent, on peut identifier donc les constantes. Donc on peut écrire ici que grand R plus petit r fois A sur L est égal à grand RE sur L. Donc grand R plus petit r fois A sur L égale à grand RE sur L. Ainsi donc, A va être égal à grand R fois E sur la somme des résistances. Et on a alpha A égale à A facteur de grand R plus petit r sur L. Ce qui nous amène à écrire que alpha est égal à grand R plus petit r sur L. Donc, UR de t est solution de l'équation différentielle si et seulement si A est égal à grand RE sur la somme des résistances et alpha est égal à grand R plus petit r sur L. Donc ça, ce sont les expressions de A et de alpha. On peut donc passer à la question suivante. On nous demande ici de déterminer la valeur de la résistance petit r de la bobine. Alors, pour ce faire, on peut revenir toujours à la solution qu'on a déterminée tout à l'heure. On a UR de t. Il faut voir la suite un peu dans les idées. Alors, est égal à A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t, c'est-à-dire grand R fois E sur la somme des résistances, facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. Alors, moins alpha t, donc ça nous fait tout à l'heure, alpha c'est égal à grand R plus petit r sur L fois t. Alors, il est clair ici, en régime permanent, le terme exponentiel va tendre vers 0. On va avoir UR permanent, c'est égal à grand RE sur la somme des résistances. Ainsi donc, on peut déterminer à partir de là la valeur de petit r. Donc petit r, c'est égal à grand RE sur UR permanent moins grand R. Donc ça, c'est l'expression de petit r. Et à partir de là, donc, on peut faire notre application numérique. Petit r égale. Alors, grand R, ça valait donc 190 fois E
10 volts. Sur UR permanent, ça vaut 9,5. Moins grand R, qui vaut 190. Alors, tout calcul fait, donc ça vaut 200 moins 190, ça vaut 10 ohms. Donc, il ne faut pas oublier donc, de noter les unités. C'est un 0,25 de moins dans les applications numériques, au cas où, par inadvertance, vous oubliez donc de noter les unités des grandeurs que vous déterminez. Alors, donc ça c'est pour la résistance petit r de la bobine. Qu'en est-il de la question d'après? Alors, petit 4, on nous demande ici de déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps tau. Alors, on avait dit en cours que la constante de temps tau, c'est une grandeur qui caractérise notre circuit, d'accord? Elle est propre au circuit. Pour déterminer la constante de temps tau, il suffit donc de tracer la tangente. On a tracé la tangente à la courbe, à la date t égale à 0, et puis c'est le point d'intersection entre cette tangente et l'asymptote horizontale à UR de t. Alors, on va tracer cette asymptote horizontale à UR de t. Le point d'intersection de cette asymptote horizontale et la tangente à la courbe, ce point d'intersection, il a pour abscisse égale à tau. Et donc, on voit ici que, graphiquement, on peut déterminer la valeur de tau. Donc, tau ici, donc graphiquement, on a tau est égal à 0,5 millisecondes. Alors, remarque, on pouvait retrouver la valeur de tau à défaut de la tangente, au cas où la tangente n'est pas tracée. On peut déterminer la valeur de tau tout simplement en déterminant la durée du régime transitoire. On rappelle que la durée du régime transitoire, delta t, on l'avait vu en cours, avec une bonne approximation, on peut l'estimer à une valeur égale à 5 tau. Le régime transitoire, d'après ce graphe, il dure entre 0 et approximativement 2,5 millisecondes. Donc ça, c'est le régime transitoire. Donc la durée delta t, c'est à peu près égal à 2,5 millisecondes. Par conséquent, on peut déterminer tau qui est égal à la durée du régime transitoire sur 5 et ça vaut 0,5 millisecondes. Vous pouvez faire ça pour déterminer donc la valeur de la constante de temps tau. Alors, petit b, on nous demande ici de déduire la valeur de l'inductance L de la bobine. Alors, ce qu'il faut savoir, par définition, on avait dit que tau, c'est égal à L sur la somme des résistances. Par conséquent, on peut écrire que L, ça va être égal tau fois la somme des R, c'est-à-dire la résistance totale du circuit et application numérique. L va être égale, donc 0,5 fois 10-3 fois la somme des résistances, 90 plus 10, ça fait 200. Bien sûr, Henri, tout calcul fait, ça va donner une valeur égale à 0,1 Henri. Donc ça, c'est la valeur donc, de l'inductance L de la bobine. On passe à la question suivante. Alors, on réalise maintenant 3 autres expériences en modifiant à chaque fois la valeur de l'une des grandeurs E, R et L. Donc on a modifié
hein, les grandeurs dans 3 autres expériences. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Donc l'expérience 1, donc pour E égale à 10 volts, résistance grand R égale à 190 ohms, l'inductance L 0,1 Henry. Expérience 2, donc c'est 20, 190, 0,1. Donc entre l'expérience 1 et l'expérience 2, on a modifié E. Entre l'expérience donc 1 et l'expérience 3, donc E, on a gardé la même valeur, la résistance R a changé. C'était 190, maintenant ça vaut 90. Et enfin, l'expérience 4, on a modifié donc la valeur de l'inductance L. Donc ça, c'est les différentes modifications. Alors, pour les différentes expériences. Alors, les courbes qui traduisent l'évolution au cours du temps de l'intensité I du courant électrique sont représentées sur la figure 2, donc sur cette figure, pour ces différentes expériences. Donc on a les courbes A, B, C et D, 4 courbes. Alors, attribuer, en le justifiant, chacune des courbes A, B, C et D à l'expérience correspondante. Donc on va maintenant, avec les données qu'on a dans le tableau tout à l'heure, et les différentes courbes, on va essayer donc de trouver le moyen d'attribuer à chaque courbe l'expérience correspondante. Alors, pour ça, on va réunir un peu les courbes d'un côté et notre tableau de l'autre côté. Donc on a ces différentes valeurs et ces différentes courbes. Alors, on a modifié dans l'expérience 1, plutôt dans l'expérience 2, on a modifié la force électromotrice. Et on a maintenu constante l'inductance L et la résistance grand R par rapport à l'expérience 1. Pour l'expérience 3, on a modifié la résistance et on a maintenu L. Et enfin, pour l'expérience 4, on a modifié l'inductance L. Donc les grandeurs qui vont se trouver modifiées ici pour ces différentes expériences qui diffèrent les unes des autres, en gros, vont être la constante de temps, taux, qui dépend donc de la résistance grand R. On va avoir la constante de temps qui va changer aussi qui dépend de L. Donc c'est la constante de temps qui va changer, d'une part, et puis d'autre part, l'intensité du courant électrique en régime permanent dépend de la force électromotrice et dépend de la résistance totale du circuit. Donc, les grandeurs qui ont été modifiées ici, en fait, en finalité, c'est les valeurs de la constante de temps taux et de l'intensité I du courant en régime permanent. Alors, pour répondre à cette question, le mieux ici, c'est de faire un petit tableau. Alors, pour ce petit tableau, nous allons, pour chacune de ces expériences, déterminer l'intensité I du courant électrique en régime permanent et la durée au bout de laquelle on atteint ce régime permanent. Donc on peut toujours faire un petit tableau. Pour les expériences, 1, 2, 3 et 4. Et pour chacune de ces expériences, nous allons noter la durée au bout duquel on atteint le régime permanent, l'intensité du courant électrique en régime permanent, et enfin, la courbe correspondante. Alors, on sait que l'intensité I du courant électrique en régime permanent, c'est égal à E sur la somme des résistances. Et la durée au bout de laquelle le régime permanent est atteint, delta T, c'est égal à 5 taux, approximativement,
ça vaut 5 L sur la somme des résistances. Donc, on va utiliser ces deux grandeurs pour pouvoir identifier ainsi donc, chaque courbe. Alors, par exemple ici, pour l'expérience numéro 1, donc l'intensité I du courant en régime permanent, c'est égal E, c'est-à-dire 10 sur 10 plus 190, ça fait 200, ça vaut 5,10-2 ampères. Ça, c'est pour l'expérience numéro 1. Donc ici, on peut noter 10-2 ampères, et là, ça vaut un 5. Pour l'expérience numéro 2, l'intensité I du courant électrique vaut E sur la somme des R. Comme E a été doublé, donc on va avoir 20 sur 200, ça vaut 10-2 ampères. Pour l'expérience 3, qu'est-ce qui a été modifié? Donc, E est égal à 10 volts. La somme des résistances, ça fait 10 plus 90, ça fait 100. 10 sur 100, ça fait 0,1 ampère, donc ça fait 0,1 ampère. Donc, on va avoir ici 10-2 ampères. Pour l'expérience numéro 4, donc on va avoir 10 sur 200, on va avoir ici 5. Donc ça, c'est l'intensité I du courant en régime permanent. Maintenant, delta T pour chacun des cas. Alors, on avait dit donc que delta T vaut 5 taux. 5 taux, donc pour l'expérience numéro 1, 5 taux, taux c'est égal à L sur la somme des R, c'est-à-dire 0,1 sur 200. 0,1 sur 200, ça vaut à peu près 0,5 millisecondes, fois 5, ça fait 2,5 millisecondes. Donc pour l'expérience numéro 1, ça vaut 2,5 millisecondes. Donc ici, en millisecondes, on peut en noter 5. Pour l'expérience 2, alors, rien n'a été modifié du point de vue taux, donc puisque taux est indépendante de E, hein, ça vaut L sur la somme des R, ça vaut 5,10-2 millisecondes. Pour l'expérience numéro 3, taux, c'est égal, L sur la somme des R, c'est la résistance totale du circuit qui a changé, donc 0,1 sur 100, ça fait 10-3, 10-3 fois, donc 0,1 sur 100, donc ça fait 10-3, 10-3 fois 5, alors 0,1 sur 100, ça fait 10-3, ça c'est taux. 2,5 millisecondes, je me suis trompé, donc la durée c'est, delta T c'est 2,5 ici, pour le premier cas. Pareil pour le deuxième cas, c'est 2,5. Voilà. Pour la troisième situation, donc on va avoir L qui est égal à 0,1 sur la somme des résistances, c'est-à-dire sur 100, ça fait 1 milliampère fois 5, ça fait 5 millisecondes. Enfin, pour l'expérience numéro 4, 0,2 sur 90 plus 10, ça fait 200. 0,2 sur 200, ça fait 1 milliseconde. Donc, fois 5, ça fait 5 millisecondes. Donc, ici, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout simplement, à identifier chacune de ces courbes. Alors, pour l'expérience numéro 1, I, c'est égal à 5,10-2. Et on l'a atteint au bout de 2,5 millisecondes. On regarde ici. Donc, 5,10-2, 2,5 millisecondes, c'est la courbe A. Pour l'expérience numéro 2, la valeur de l'intensité I du courant électrique atteinte, ça vaut 10-2 ampères au bout d'une durée égale à 2,5 millisecondes. Donc, 10-2 ampères, donc c'est la courbe de dessus. Ici, au bout de 2,5 millisecondes, c'est la courbe C. Pour l'expérience numéro 3, la durée
au bout de laquelle on a atteint le régime permanent, c'est 5 millisecondes. Donc, l'intensité étant égale à 10 moins 2 ampères, donc on est dans ce cadre-là, donc 10 au bout de 5 millisecondes, ça revient à la courbe D. Et enfin, pour vérifier, donc pour l'expérience 4, donc la durée c'est 5 millisecondes, et puis on a atteint la valeur de I égale à 5 10 moins 2 ampères au bout de 5 millisecondes. On regarde notre courbe. Alors, la courbe B ici, on voit qu'elle atteint 5 millisecondes, d'accord, à 5 milliampères, bien voilà, 5 10 moins 2 ampères au bout de 5 millisecondes. Donc ça c'est la courbe B. Ainsi donc, pour répondre à cette question, il a fallu donc calculer l'intensité I du courant électrique en régime permanent et puis la durée au bout de laquelle on atteint ce régime permanent. Et avec ces deux critères, on peut identifier chacune de ces courbes. Alors, j'espère que cette application vous a apporté quelques éclaircissements sur cette partie du programme. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.